Bonjour, bonjour Florence. Les vacances se sont-elles bien passées? Oui, moi j'étais en vacances. Et vous, Gilbert? Moi aussi, très peu, mais je suppose que vous êtes bronzé jusqu'aux yeux. C'est la raison pour laquelle vous gardez le masque. Exactement. Mais vous, Eh oui, voilà. vous connaissez ma timidité. Eh oui, elle est légendaire. Oui. En tout cas, bonjour aussi à Christophe, Asti, Sylvie, Jacques, Nadia, Titine qui nous ont déjà rejoints. Titine. Titine, ah oui. Oh. Titine Si qui Titine, nous alors dit, on est bien. Hein. Titine qui nous dit, Fernandel Macron, j'adore, ça lui va comme un gant à ce guignol qui est en plein dans les futures élections. Oui, elle n'a pas tort. Alors, avant tout, bonjour à tout le monde, parce que... Oui, et vous pouvez nous rejoindre sur Telegram et sur le site internet gilbertcollard.fr. Voilà. Et on est heureux de vous retrouver. Franchement, vous nous avez un peu manqué pendant les vacances, il faut le reconnaître. Hein. C'est vrai. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? L'actualité est riche. Inévitablement. La rentrée. Je peux en placer une, oui. Je sais pas, j'essaie de m'émanciper. Oh, dites donc. Inévitablement, on va parler de Marseille, ma ville, ma capitale. Marseille que j'aime tant, où Fernandel Macron est allé faire un tour sur le Pitalug. Vous me direz ce que c'est le Pitalug tout à l'heure. Hein. Ensuite, bien sûr, on sera inévitablement amené à parler de l'Afghanistan parce que c'est une tragédie humaine, géopolitique. Et enfin, on évoquera ce que l'Union européenne, la grande absente, va essayer de faire, si elle peut encore faire quelque chose, en Afghanistan et sur la question des migrants, qui va devenir quand même la question la plus préoccupante. Hein. Une fois que les vannes migratoires vont être ouvertes par ce qui se passe en Afghanistan. Voilà les trois sujets qu'on va aborder. Bon, on peut dériver sur quelques questions. Alors le Pitalug, qu'est-ce que c'est au fait? Alors le Pitalug, maintenant je le sais parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Ah, voilà. Je reconnais que j'avais oublié que c'était un bateau. Oui, c'est le fameux bateau, je crois que M. Brun va acheter. Et c'est le bateau qui penche un peu à gauche ou à droite, je ne sais plus, et qui penche Vous parlez tellement... politique là? Ah, pas du tout. Pas du tout, je n'ai aucun penchant. Et le bateau coule, quoi. C'est un bateau qui coule tout le temps. Donc on peut considérer quand même que M. Macron est le capitaine à Marseille du Pitalug. Voilà. Du bateau qui coule. Du bateau qui coule. Alors, il n'y a pas qu'à maintenant Marseille, donc. mais soyez un peu discipliné quand même. Bon. Faites pas votre Apolline. C'est la rentrée des classes. Faites pas votre Apolline, hein, sinon je fais mon Bourdin, moi. Ouais. Elle l'a bien viré, Bourdin, au passage. Hein. Ah oui. Hein il n'a plus du tout le micro central, vous avez vu. Hein. Ça vu. Doit être terrible, ces querelles entre journalistes, quand même. Hein. Je n'en dirai pas un mot. Je prends ta place, je m'y mets. Aujourd'hui, tu es tout puissant, demain, tu l'es plus. C'est quand même très, 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 très pénible. Hein. La roche tarpéienne médiatique est près du Capitole. Hein. Bon, en même temps, médias politiques, hein. Même combat. Allez, on y va. Voilà, alors, parlons un peu de Marseille. Ça a dû vous faire plaisir que Macron aille dans votre ville de naissance. Non. non, franchement, ça non. met Marseille sous le feu des projecteurs. Franchement, non. Marseille est une ville que j'aime beaucoup. On va en parler tout à l'heure, hein, parce qu'elle a quand même une place essentielle dans la culture grecque, romaine. Hein, et du reste, c'est pas pour rien si on en a fait la capitale européenne de la culture. Bon, on ne pensait pas qu'elle deviendrait la capitale médiatique du crime. On se serait bien passé de cette dimension-là. Hein, bon. Alors, avant d'aborder la question de Marseille, il faut quand même faire un constat médico-légal. L'État s'effondre partout. Pourquoi voudriez-vous qu'il ne s'effondrera pas à Marseille? Il y a depuis des années, c'est pas d'aujourd'hui, il y a eu Gaston Defferre, il y a eu Robert Vigouroux, il y a eu Jean-Claude Gaudin, et maintenant on a Payen, le maire sous-marin, là, qui est arrivé là sans être élu, parce que la mairesse qui avait été élue s'est retirée. Donc cette ville extraordinaire a un maire qu'elle ne voulait pas, qui est socialiste, alors qu'elle voulait un maire écologiste. Bon, ça fait partie des ricanements de la bonne mère, ça je suppose. Bon, alors on assiste à un affaissement de l'État, partout. Marseille n'y échappe pas. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui à Marseille. Ça fait un long moment. On a des quartiers qui sont totalement abandonnés. La ville subit une pression migratoire qui est absolument ingérable. Marseille a toujours été la ville cosmopolite. Cosmopolite. Bah, rappelez-vous Albert Londres, son livre Marseille, porte de l'Orient. Non, mais c'était à l'époque
une conséquence directe des colonies. Et puis Marseille était quand même le premier port de la Méditerranée. Bon, aujourd'hui, grâce à la CGT, il n'est plus grand-chose. Et on a toute une intégration qui a été abandonnée, qui a été délaissée, avec une violence qui s'est banalisée, qu'on voit tous les jours dans les faits divers. Bon, on apprend hier encore que une mère de famille et son compagnon qui gardaient des enfants, il y avait là un bébé, ont été agressés, un coup de feu a été tiré devant le nourrisson. Bon, vous voyez la violence où elle va. Bon, l'école, elle est abandonnée. On sait parfaitement que un proviseur a écrit un livre que tout le monde devrait lire, du reste, au titre évocateur, Proviseur ou imam de la République, dans lequel il raconte combien c'est difficile aujourd'hui de faire de l'enseignement à Marseille parce que les parents viennent vous casser la gueule si les notes sont pas bonnes, si vous faites un cours qui ne plaît pas parce qu'il parle de je ne sais quel sujet, vous êtes malmené, menacé. Donc bon, Marseille, c'est cela avec quand même une partition urbaine entre les quartiers bourgeois, les quartiers bien nantis, et puis les quartiers nord, où vraiment les quartiers des banlieues, les quartiers des cités, où c'est un autre monde. Et alors, Macron s'imagine qu'en ouvrant son chéquier à tous les vents, ça va arranger les choses. Mais, je ne le crois pas du tout. Mais d'ailleurs, vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'on a un commentaire de Mylène Tour qui dit son chéquier, et nos impôts, oui. Ah bah oui, c'est vrai que non, mais alors ça, moi je trouve ça extraordinaire quand les journalistes vous disent oui, mais M. Macron, mais M. Darmanin, mais attends, mais c'est mon fric, c'est ton fric, c'est ton argent. Donc c'est pas l'argent de monsieur, comme disait Hollande à un moment donné, c'est l'État qui paye, ça coûte rien. Mon œil, ça se retrouve dans nos impôts à un moment donné, et les cocus fiscaux, c'est nous, oui. Comme de bien entendu. Alors oui. Fernandel Macron, il vient à Marseille, bon. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez de ce déplacement ? Moi je pense qu'il commence là sa campagne électorale. Bon, il commence là une campagne électorale aux frais quand même de l'État, il faut bien le reconnaître. Alors il vient à Marseille sur les terres de Marine Le Pen, sur les terres de Jean-Luc Mélenchon. Alors vous allez voir, il va nous faire un discours dans lequel il va se draper dans Homère, dans Pagnol, dans Rému. On va avoir droit à toute l'histoire de Marseille. Mais il y avait aussi Carbone et Spirito à Marseille, bon, qu'il ne l'oublie pas. Et on est quand même certain d'une seule chose, c'est qu'avec leur tambourinage politique, ils ne masqueront jamais ce qui fait la principale cause du désastre de la ville, c'est qu'il n'y a plus aucune autorité. La France est en carence d'autorité. Ah, du cinéma, elle en a. Ah, des déplacements, elle en a. Vous savez qu'à Marseille, avant Fernandel Macron, on a eu la vedette de télévision, ou de radio aujourd'hui. Vous voulez dire Valls ? Oui, l'Espagnol qui a quitté l'Espagne. Valls qui était venu en compagnie de qui, tiens ? Je me souviens qu'il y avait plusieurs ministres. Alors, il y avait Emmanuel Macron qui était là. Déjà ? Mais oui, alors il est venu à Marseille en compagnie de Valls, mais il n'a rien vu. Et rien n'a changé. Valls l'a empêché de voir à l'époque, voilà. Et puis, il y avait aussi Hérault qui était venu. L'héroïque Hérault. Il était venu, il avait... Alors, tous, ils ont promis de l'argent. Mais argent, il y a peut-être eu, mais on ne sait pas trop où il est passé. Mais vous savez, moi, je suis assez... tenté par la banalité fulgurante du bon sens. C'est-à-dire ? Si en 4 ans, il n'a rien fait, à 7 mois des élections présidentielles, il va faire en 3 jours, vous me direz, c'est toujours symbolique, 3 jours, il y a forcément une résurrection au 3e jour, il va faire quelque chose, mais vous ne croyez pas que s'il avait dû s'intéresser à Marseille, il aurait pu s'y intéresser au premier jour de son élection, ou en tout cas à la première semaine, ou en tout cas au premier mois. Non, voilà maintenant, parce qu'on est à 7 mois des élections, qui découvre que la ville de Marseille est en perdition. D'ailleurs, Marie-Josée nous dit, il n'y a pas que Marseille, beaucoup de villes en France sont des territoires perdus. Mais il y a des zones de non-droit, il y a des territoires perdus de la République. Alors maintenant, comme on se rend compte de l'effet dévastateur de ces notions, on essaye de corriger.
dire non, ce ne sont pas des zones perdues, des territoires perdus, non, ce sont des zones en difficulté de république. Vous voyez, on trouve plein d'euphémismes. Bon, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que Marseille. Mais Marseille est emblématique d'une manière sanglante, parce qu'il y a tous ces meurtres, tous ces règlements de compte, 15 morts quand même. Hein. Bon, c'est terrible. Et il y a surtout la présence d'une mafia meurtrière, comme le dit l'archevêque de Marseille. Bon, il y a une prégnance des narcotrafiquants. Les magistrats qui ont été interrogés ont dit, c'est rapporté, je crois, dans un article du Monde, sauf erreur de ma part, toujours possible, que 100 personnes tiendraient tout le marché du narcotrafic. Et que 3 ou gros bonnets, planqués au Maroc ou à Dubaï, tireraient les ficelles de tout ce narcotrafic. Bon. Alors, comment y mettre un terme? Voilà la question qui se pose. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Mais allez-y. Déjà, c'est 1,2 milliard d'euros, si je calcule bien ou si je me souviens de ce qu'a annoncé Macron. Ils vont être injectés à Marseille. Est-ce que vous pensez que ça va éjecter les trafics? Non. Vous avez vu comment on a le langage de la piqûre aujourd'hui, hein? On injecte, on est vraiment dans la sémantique vaccinale. Hein. Moi, je ne crois pas du tout que cet argent servira à quoi que ce soit. D'abord parce qu'il risque fort de partir dans des circuits qu'on ne contrôlera pas. La chose essentielle à faire quand on donne de l'argent, c'est de s'assurer qu'il va réellement au but choisi. Et là, ce n'est pas le cas. Mais l'argent, il va changer quoi? On va... s'il n'y a pas trop de détournement de fonds, améliorer l'habitat, c'est la moindre des choses, mais ça fait des années que l'habitat aurait dû être amélioré. Mais le vrai problème auquel on est confronté, c'est le problème de la sous-culture. Dans ces cités, au nom du reste insolemment poétique, c'est se foutre de la gueule du monde, d'appeler tel endroit les Flamands, hein, les lilas. Les lilas, alors qu'il n'y a pas un soupçon de lilas qui fleurit. Bon, les Flamands, alors qu'il n'y a pas un seul Flamand. Bon. On a laissé au fil du temps, mais depuis l'époque de Gaston Defferre, ça a pris beaucoup de temps, en ghettoisant toutes ces populations, on a laissé s'installer une sous-culture. Une sous-culture avec des codes délinquentiels, avec des codes criminels, qui l'emporte sur la culture républicaine, avec une école qui ne peut pas enseigner et qui ne peut pas lutter contre cette sous-culture. Un exemple fantastique, impressionnant, hyperbolique, ce sont ces frontières dans les banlieues. Vous avez vu qu'il y a maintenant, à l'entrée des cités, à l'entrée de ces banlieues, en réalité à Marseille, ce sont beaucoup plus des cités que des banlieues, des douanes, des barrages, contrôlés par des dealers qui, du reste, se revendiquent de la loi pour appliquer leur loi, ce qui montre à quel point il y a maintenant un conflit fulgurant entre cette sous-culture, ces codes internes et la culture républicaine. Mais je crois qu'on a des images, non ? Oui. Et là, la barrière, c'est eux qui choisissent qui la montent, qui la descendent. Très parlantes et qui montent. Si on veut, là, on peut la monter, la descendre, mais après, c'est pour les voitures qu'on ne connaît pas. Genre, s'ils essayent de rentrer à balle, on les bloque. Donc c'est vous qui choisissez qui rentre et qui sort. Après, c'est plus par la police, ça, vous voyez, c'est quoi? En fait, c'est comme le télépéage. Donc vous voyez que ça peut choquer des gens, ça? Non, après, s'il n'y a pas écrit police sur ta voiture, rien, ouais, tu comment rentres. ça a fait sa loi. Les gens qui sont autour de lui, toute la France, ils écoutent, ils obéissent. Les gens qui veulent rentrer dans le quartier font pareil, monsieur. Ils vous obéissent. Ils obéissent. Après, Ils pensent pas, on n'est pas mauvais. Voilà, si... Oui. Bon, quand on voit ces images, on comprend. Oui. On comprend que il y a un affrontement entre une sous-culture qui est dominante maintenant dans ces cités et la culture qu'on voudrait voir régner, celle d'une sorte de loi républicaine. Mais cette théorie de la sous-culture, je ne l'ai pas inventée. Elle est le fruit du travail d'un criminologue, il y a de cela une 50aine d'années, peut-être un peu plus, qui s'appelait Sutherland, qui avait parfaitement compris, je crois qu'il avait travaillé dans les favelas, il avait parfaitement compris que dès l'instant où une sous-culture s'imposait, c'était fini. On ne pouvait pas reconquérir le territoire tant qu'on n'avait pas éradiqué cette sous-culture.
Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà. Ben moi, pour une fois, ça m'arrive, je crois, une fois tous les 100 ans, je suis d'accord avec Valls. Je pensais que vous seriez d'accord avec, vous savez, Samia Ghali qui avait évoqué l'idée d'envoyer l'armée. Oui, mais non, faut quand même pas, on va quand même pas transformer. Vous parliez d'autorité. Non, mais l'autorité, non, mais on envoie l'armée et ça va on va aboutir à la guerre civile, voilà. Bon, hein. Vous savez que la trouille qu'on a à Marseille, c'est que les banlieues déferlent. Parce que si un jour elles descendaient, non, mais à Marseille, c'est quand même très très prégnant. Si elles descendent dans la ville, eh ben ça va être difficile pour les forces de l'ordre, hein. Bon, c'est évident, hein. Non, moi je pense que, du reste, je ne sais pas si Valls l'a dit ou elle a dit le premier, ou il s'est inspiré de ce que j'avais dit il y a déjà un certain temps. Bon. Enfin, peu importe, on s'en fout, il n'y a pas de droit d'auteur. Mais c'est vrai qu'il faudrait raser complètement, de bas en haut, toutes ces cités, les reconstruire et y installer décemment des populations éparpillées pour qu'on brise le tribalisme. Parce qu'il y a maintenant des tribus délinquantielles. C'est l'analyse de Maffezoli, mais il a complètement raison. On a des tribus délinquantielles contre lesquelles on ne peut pas lutter parce ils ont leur code, ils ont leurs règles, ils ont tout compris. Ils font travailler des mineurs parce qu'ils savent que les mineurs, on ne pourra pas les choper. Vous savez qu'il y a 70% de mineurs délinquants qui travaillent comme guetteurs, qui servent au trafic de stupéfiants, qui sont passés par les services de l'éducation de la jeunesse. C'est un échec. Hein, quel échec quand même, bon. 70%, bon. Et donc, tant qu'on laissera en place ces mécanismes structurels à l'intérieur desquels on ne peut pas agir. On me disait l'autre jour, oui, mais du temps de Carbone, du temps de Spirito. Bon, pourquoi pas du temps d'Al Capone, hein, mais du temps de Zampa, Gaëtan Zampa, tout le monde l'a oublié, mais ça a été un parrain. Jackie Imbert, ça a été un parrain. Mémé Guérini, bon, ça a été le parrain du milieu. Bon, moi, je les ai connus tous les trois. D'abord Mémé, ensuite Jackie Imbert, dont j'ai été l'avocat. Vous savez, c'est lui qu'on voit dans le film Le Prophète. Oui. Le Prophète, bon, je l'ai bien connu, je l'ai défendu. Et puis Zampa, je l'ai vu une fois. Bon, mais ces gens-là, la police, elle les suivait parce qu'ils étaient dans une structure. Ils avaient un code d'honneur, non, quand même. Ça, c'est autre chose, bon. Mais ils avaient des boîtes de nuit. Bon, il y avait des circuits qui permettaient de les suivre. Ils étaient insérés tout en étant complètement à l'écart, mais dans des chemins des chemins souvent nocturnes, souvent inquiétants de la société, mais on les voyait. Mais dans ces cités, qu'est-ce que vous voulez faire ? On n'ose même pas faire entrer des infiltrés. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Et puis il y a la douane à l'entrée. Jamais aucun Zampa, jamais aucun Guérini n'aurait osé mettre une frontière à l'entrée d'un quartier. Jamais. Donc on a affaire à un système délinquentiel très particulier. Et si on veut y arriver, il faut taper au portefeuille. Quand vous pensez que de ces cités, ils sortent parfois en Porsche, en Ferrari, il faut quand même s'intéresser à l'origine des fonds et à les suivre, les fonds. Ce qui est important, c'est les suivre. Parce qu'ils ne restent pas longtemps en France, hein. Ils partent vite. Donc il faut les suivre. Il y a tout. Il ne s'agit pas de renforcer les parquets. Les parquets sont... Il faudrait peut-être qu'il y ait 3, 4, 5 parquetiers de plus. Mais les parquets font leur boulot. Ils l'ont montré avec la grande délinquance. Mais il faut être capable de localiser ce qui constitue le nerf de la guerre. C'est l'argent. C'est l'argent et c'est l'espace géographique qui est devenu une forteresse délinquentielle de protection. Et pour les fusils d'assaut, alors qu'est-ce que vous faites ? Parce qu'ils circulent. On sait qu'il y a des armements terribles qui se trouvent dans les cités. C'est la raison pour laquelle toute action est difficile. Mais il faut progressivement réhabiliter d'autres lieux et faire partir les gens. Les réinstaller dans des endroits où ils iront parce que ça sera beaucoup mieux, beaucoup plus décent, beaucoup plus convenable, beaucoup plus agréable. Les populations de ces quartiers souffrent. Les populations de ces cités souffrent. Moi, j'ai reçu la visite un jour d'un pharmacien qui travaille dans une cité. Il m'a expliqué, il était venu me voir pour un motif que je ne peux pas exposer, mais il m'expliquait que lui, il avait dû se soumettre au code, c'est-à-dire le code du silence d'abord. On ne parle pas. Ce qu'on voit, on ne le dit pas.
Ce qu'on entend, si on l'entend, on ne le répète pas. Ensuite, au code de l'entraide, il y a des moments où il faut donner un peu d'argent si on veut être tranquille. Et enfin, au code de la solidarité, c'est-à-dire que s'il y a un moment donné où on a besoin de vous, il faut répondre présent. C'est comme ça que vous pouvez survivre. Voilà. Bon, en tout cas, le thème a suscité d'autres commentaires encore. Jeanne Phi, si je prononce bien, nous dit « On rejoint le tiers-monde ». Stéphanie Fontana, « On devient un pays en sous-développement, merci les gauchistes ». Et Jason Hepp, Nice. Ah oui, parce que c'est au nom du bon cœur qu'on a fait tout ça. Oui. Hein. Enfin, du bon cœur. Du faux bon cœur. Parce que vous savez, il y a quand même un paradoxe. En même temps, on tient un discours où les plus belles orgues, contre lequel, les plus belles orgues ne peuvent pas rivaliser. Hein. Vous mettez 1 million de curés, ils ne pourront pas faire autant qu'un Mélenchon dans le prêche. Hein. Mais tous ces gens ont prêché la gentillesse, la générosité, la fraternité, l'accueil. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans la réalité ? Regardez l'état des écoles, regardez l'état des transports, regardez l'état des lycées, regardez l'état délabré des maisons, regardez l'état effroyable de ces cités. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces salauds, pendant qu'ils chantaient « on est bon, on est gentil, on est les meilleurs ». Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le réel ? Rien. Ben rien, sinon on n'en serait pas là. Et même Macron, qui vient maintenant marauder des voix, qu'est-ce qu'il a fait depuis 4 ans et quelques mois qui le séparent maintenant d'une élection présidentielle ? Rien. Maintenant, il rase gratis. Et en tout cas, il reste actif sur les réseaux sociaux, puisqu'on a France Leclerc qui a remarqué que Macron préférait honorer des youtubeurs plutôt qu'un prof décapité. Elle dit quelle tristesse. Vous l'avez vu, cette vidéo ? Oui, je l'ai vu. Non, mais vous comprenez, ça aussi, c'est une dimension tragique, quoi. Macron, c'est la biche, quoi. C'est Courteline, voilà. Bon, mais c'est Courteline au temps des réseaux sociaux. Comment peut-on mélanger à ce point la tragédie et le comique, voilà. Bon, alors il paraît que ça plaît aux jeunes. Moi, je le disais tout à l'heure à un de mes amis qui me disait « Oui, mon pauvre vieux, mais les jeunes, ils aiment ça. » Ah bon ? Je crois pas. Moi, peut-être que certains jeunes aiment ça, mais on peut aimer les youtubeurs, moi je le comprends tout à fait, mais voir un président de la République, enfin quand même, de la République, enfin de ce qu'il en reste, quoi, se faire le promoteur de 2 youtubeurs qui n'ont pas besoin de ça, du reste, hein, parce que c'est plutôt Macron qui avait besoin d'eux. C'est surtout la mise en balance avec Samuel Paty, quoi. Non, mais ça c'est ignoble, c'est bon. Moi je n'ai même pas de commentaire à faire, parce qu'il y a un moment donné où le commentaire est même un enrichissement de la médiocrité, quoi. J'ai pas envie de commenter ça, voilà. Alors, au niveau maintenant de l'actualité, il y a une autre tragédie aussi, c'est celle de l'Afghanistan. Alors, les États-Unis ont retiré leurs troupes. J'ai envie de vous demander, puisque je vous rappelle que vous êtes député européen, mais que fait l'Europe ? Pardon ? Que fait l'Europe ? Pardon ? Enlevez votre masque, j'ai pas compris, non. Que fait l'Europe ? Vous me demandez ce que fait l'Europe. Vous venez de me demander ce que fait l'Europe. Et je réitère. Oui, l'Europe, qu'est-ce qu'elle fait, l'Europe ? Elle donne un peu d'argent, enfin un peu d'argent. Elle donne beaucoup d'argent, qui est aussi, quand même, ne l'oublions pas, notre argent. Parce que quand on dit l'Europe a donné 600 millions d'euros, c'est pas l'argent d'Ursula. Hein. Non, c'est l'argent des contribuables de tous les pays qui contribuent au trésor européen. Il faut bien le savoir, ça. Elle ne fait pas grand-chose. Elle va donner de l'argent pour la question des migrants, mais on va en parler tout à l'heure, je suppose, plus en détail, parce que ça va intéresser nos amis ou nos ennemis. Je salue les ennemis au passage. Hein. Alors, Kaboul, en tout cas, ça devait être un retrait en bon ordre, et ça a été la déroute, quoi. Est-ce que vous pensez que cette déroute aurait pu être évitée ? Oui, évidemment. C'est la plus longue guerre que les États-Unis ont menée. 20 ans. 20 ans d'occupation, 20 ans de guerre, vous vous rendez compte ? Et cette évacuation, cette désertion, ce départ, enclenché quand même par Obama, poursuivi par son successeur et achevé par Biden, hein,
le successeur d'Obama par Biden. Moi, j'aime bien dire Biden. Moi, j'aime bien, ça me fait bidonner quand je dis Biden. Ça c'est ma petite médiocrité langagière. Voilà, j'ai un côté prévert du pauvre, moi. Voilà. C'est bon. Hein. Disons que vous ne parlez pas anglais. Tout le monde ne peut pas être. Avouez que vous ne parlez pas anglais. Je parle très bien anglais. Mais je parle aussi bien le latin. Si vous voulez, on peut parler latin. Ah, là, vous êtes sur votre terrain. Bon, alors, quand on voit... sur mon terrain, non, je ne suis pas... Non, j'ai fait du latin à l'école, c'est tout. Bon, on n'en fait plus, on a l'air d'un con. Vous avez une bonne mémoire, hein, parce que moi j'en ai fait, je ne me souviens de quasiment rien. Hein. Bon, parce que c'était en option. Oui. Bon, alors quand on voit la situation en Afghanistan, quand on voit les conditions dans lesquelles les Américains sont partis, le constat est le suivant. Ils ont abandonné des hommes qui les avaient servis, des hommes et des femmes. Et mon Dieu, il faut penser aux femmes qui vont être maintenant sous le joug de la charia. Ils ont quand même laissé, et on peut le voir sur des images, du matériel qui est du matériel américain, des chars, des hélicoptères. Ils ont laissé aussi, c'est incroyable mais vrai, des documents. Et les talibans n'auront qu'à se pencher pour trouver la masse de documents qui va les renseigner. C'est inconcevable ce qu'ils ont fait là. Et ils ont peut-être laissé aussi peut-être des chiens. Bon, ça, l'information a été démentie. L'information est démentie parce que ça serait d'un effet redoutable pour Biden. Vous voyez que je peux le dire quand je veux. Hein, voilà. Donc on est dans une situation qui est incompréhensible. Ils avaient des mois pour se préparer. Pendant tout ce temps-là, ils ont fait preuve d'une paresse stratégique, d'une lenteur stratégique qui a amené à cette impuissance. Alors quand on se pose la question, et je pense que nos amis doivent comme moi se la poser, pourquoi la première puissance armée du monde, mondiale, a-t-elle géré ce départ dans un contexte aussi déplorable, aussi lamentable, qui rappelle les images terribles de Saïgon quand même. Du reste, à mon avis, Biden, pour vous faire plaisir, ne s'en remettra pas. Il y a une explication. Moi, j'en ai une. Alors, laquelle ? Elle vaut ce qu'elle vaut, mais je l'ai trouvée en lisant, avant-hier, les entretiens entre Raymond Aron et des journalistes, dont j'ai oublié les noms, et on lui pose ce sont deux journalistes de gauche, donc très, très, très vindicatifs, parce que le vieux Raymond Aron, il a toujours eu toute la gauche qui lui mordait les basques, et ils lui disent, mais à votre avis, oubliant complètement du reste que c'est le gouvernement du Front Populaire qui a géré l'avant-guerre, comment expliquez-vous la défaite de 40 ? Et Raymond Aron a cette réponse qui est extraordinaire. Il dit, mais on se pose plein de questions, mais vous ne tenez pas compte de la bêtise et de l'incompétence. On s'imagine qu'un homme, ou une femme, quand je dis un homme, ça peut être bien sûr une femme, c'est un terme grammatical, qui n'est pas du tout sexiste, je vous rassure. Oh, mais je sais que vous n'êtes pas sexiste. Ah ben non, sinon vous enlèveriez votre masque. Personne ne comprend pourquoi vous avez encore le masque. Enfin bon. Moi, je le comprends. En tout cas, je vous supplie de dire que je n'exige pas que vous le portiez. Bon. Alors, Raymond Aron dit, mais la bêtise et l'incompétence, mais ça compte. On s'imagine que dès l'instant où quelqu'un arrive au pouvoir, il est intelligent. Mais non, c'est peut-être parce qu'il est bête qu'il y arrive. C'est peut-être parce qu'il est incompétent qu'il y arrive. Non, mais attendez, oui. Vous n'y allez pas de ma mort. Mais non, mais regardez la gestion de la pandémie quand même. On pourrait se poser des questions. Bon, pas de masques, des masques. Non ? Oui. Pas de terrasses, des terrasses. On pourrait refaire le catalogue et on se dit, mais là, si c'est pas la bêtise et l'incompétence, c'est quoi ? Bon, alors, quand on met de côté cet élément qui n'est pas négligeable, on est époustouflé par la percée fulgurante des talibans. Les Américains considéraient que l'armée afghane pouvait tenir 6 mois à 1 an. Vous vous rendez compte ? 6 mois à 1 an. Elle a été défaite en quelques jours. Ouais, grosse erreur stratégique. Mais peut-être parce que parmi les membres de cette armée, il y avait des soldats qui n'étaient pas du tout favorables au pouvoir en place. Peut-être aussi que la décomposition de l'armée, elle est due à la corruption. Peut-être aussi que le président de la République afghane, Ashraf Ghani, sauf erreur de ma part, n'a pas été à la hauteur. Bon, et on pourra en dire un mot tout à l'heure, mais ce qui est incroyable, c'est que les États-Unis, au moment où ils décident de se retirer, vont tout faire à l'envers. Expliquez-vous, qu'est-ce que ça veut dire tout faire à l'envers ? Ils vont diminuer
leur capacité d'intervention. Ils vont diminuer leur capacité d'armement. Et ils ne vont pas informer l'armée afghane. C'est-à-dire qu'en même temps qu'ils désarment, en même temps qu'ils s'affaiblissent, ils n'informent pas leurs alliés. Et ils vont faire quelque chose qui est symptomatique de cette aberration. Ils vont désarmer les bases aériennes de tous les drones. Les bases aériennes qui permettaient aux militaires afghans de tenir le coup, de repousser les attaques des talibans sous l'effet des drones armés, vont être supprimées. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ces bases ayant été abandonnées en premier, les troupes afghanes vont être complètement désemparées et sans aucune couverture. Un mot sur le président Fantoche. Vous le connaissez ? Non, mais... Enfin, je veux dire, pas personnellement, mais qu'est-ce que vous avez lu sur lui Non, je n'ai pas le déshonneur de l'avoir pour ami. Non. Alors lui, vous savez pourquoi il a été choisi comme président de la République afghane ? Vous allez me le dire. Ben oui, chaque fois que je vous pose une question, c'est évident que je vais vous le dire. Bon, de toute façon, vous ne répondez pas. Hein, bon. C'est un ancien économiste de la Banque mondiale. Voilà. D'accord ? Tout est dit. On retrouve les mêmes. On met à la tête de la République afghane un ancien président de la Banque mondiale. Et vous savez ce qu'il faisait pendant que l'armée américaine se désagrégeait, pendant que la situation se détériorait ? Non, mais il n'y a qu'un ancien membre de l'économie de la Banque mondiale pour faire ça. Eh bien, il se préoccupait, le monsieur, à numériser les programmes de traitement des salaires des personnels. Non, c'est pas. Alors là, quand même, c'est ubuesque. Non, on touche quand même du doigt qu'on a affaire à des frappadingues, quoi. Bon, hein. Non, monsieur, dans son bureau, il était là en train de rédiger des programmes de numérisation pour savoir exactement quel salaire touchait tel fonctionnaire qui était à Kaboul ou bien plus loin. Bon, mais dès qu'il a su que la partie était perdue, il a pris l'hélicoptère, il est parti pour l'Ouzbékistan et après pour les États arabes unis. Bon, en même temps, on peut le comprendre, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui est arrivé à l'un de ses prédécesseurs, c'était en 1996. Il s'était réfugié dans l'enceinte des Nations Unies. Oui. Bon, il a été attrapé, torturé, castré et pendu à un feu de signalisation. Oui, ça a arrêté beaucoup de monde. Hein. Non, mais on rigole, c'est pas drôle. Hein. Écoutez, il faut bien rire. Hein, parce que... Non, mieux vaut de rire que de pleurer, comme disait... mais Rabelais, en attendant, et pour conclure sur l'Afghanistan, quelles leçons on peut en tirer ? La première leçon qu'on peut tirer, c'est qu'on ne peut pas faire confiance aux États-Unis. L'atlantisme, c'est terminé. Quand on voit comment ils se sont comportés, vous me direz à l'heure actuelle, à qui faire confiance ? Et puis quand on regarde l'histoire, on peut se dire... Hein ? Elle n'est pas américaine. Quelle leçon tirer ? La première, je crois, c'est qu'il faut arrêter avec l'universalisme. Il faut arrêter de vouloir transporter la démocratie partout. Notre modèle n'est pas forcément le modèle afghan, le modèle syrien, le modèle libyen. Il faut aussi considérer que ces peuples ont leur histoire et que l'universalisme né de la Révolution française, on ne peut pas le transporter, le transplanter de force partout. Bon, il y a des civilisations qui ne sont pas les nôtres et je crois qu'à force de vouloir absolument imposer notre modèle, on fait des erreurs colossales. Ce qu'on peut faire en revanche, quand on donne du blé, hein, l'Union européenne va donner 600 millions d'euros, presque 1 milliard, je crois, on peut en contrepartie exiger une moisson de respect des droits des personnes. Sinon, on ne donne pas l'argent. Mais si on continue à donner l'argent, alors même qu'on sait que les principes de base ne sont pas respectés, pourquoi on donne l'argent ? Vous voyez, qu'est-ce qui se cache là derrière, quoi ? Alors, la connerie aronienne n'explique pas tout. Qu'est-ce qui se cache là derrière ? Si on continue à donner de l'argent alors qu'on sait que les exigences fondamentales ne sont pas respectées, on est fou. Ça y est, les talibans, ils ont installé la charia maintenant. Vous avez vu toutes ces devantures où les images des femmes ont fantomatiquement disparu, comme si la femme coiffée, la femme fardée, la femme montrée, parce que image
d'une beauté rayonnante devenait une infraction à l'espace esthétique de la religion. Bon, c'est effrayant ce qui se passe. Bon. Et nous, on va donner de l'argent? Non. Non. On peut très bien monnayer, là. On peut le faire. Et, la question que tout le monde se pose aussi, c'est quelles vont être les conséquences en termes migratoires et au niveau européen de cette cacophonie bidenesque ou bidenesque. Cacophonie bidenesque. Cacophonie bidenesque. Eh bien, l'Union européenne sait, par le truchement des Nations Unies, qu'on va avoir 5000 nouveaux réfugiés d'ici à la fin d'année. Non, ça, ce serait trop. 500 000. 500 000. Hein, 500 000, oui, je me suis trompé, excusez-moi. 500 000, l'espoir fait vivre, 500 000 nouveaux réfugiés d'ici à la fin d'année. 1 demi-million, vous vous rendez compte? Les gens ne mesurent pas ce qui va arriver. Bon. En 2020, déjà, il y avait 10,6% de demandeurs d'asile afghans. Vous vous rendez compte de la proportion? Alors, l'Union européenne, qui est quand même, on ne peut pas se le cacher, très immigrationniste, veut accueillir à peu près 1 demi-million d'Afghans. C'est ça, je ne me trompe pas. Elle toute seule, voilà. Mais attention, là, on va mettre le doigt sur quelque chose de très très intéressant sur le plan de la psychanalyse sémantique. Accrochez-vous, vous allez voir. J'ai découvert ça. L'Union européenne va demander aux pays voisins, au passage, il n'y a pas un seul pays musulman qui s'est proposé. Ah bon? Non, c'est un oubli, sûrement. C'est un oubli. Bon, elle va demander aux pays voisins de prendre des réfugiés. Et pour ce faire, elle va les payer. Elle va les payer. Encore des sous. Et écoutez pourquoi. Alors là, on touche un grand moment de musique tartuffienne des mots. C'est le ministre de l'Intérieur d'Allemagne qui dit « On veut garder les gens près de chez eux et de leur culture. Si vous pouviez éteindre votre téléphone, ça serait pratique. » Et pourtant, je vous garantis que chaque fois avant de commencer l'émission, on dit « Il faut éteindre les téléphones. » Il faut que je regarde le fil des gens qui nous mais suivent. On n'est pas obligé d'être sur le vibrateur. On peut vibrer intellectuellement. Bon. Alors, je reprends parce qu'elle nous a complètement coupé le sifflet avec ses vibrations, avec ses vibrillons de vibrations. Bon. Donc, le ministre de l'Intérieur d'Allemagne a dit « On va faire en sorte de garder les gens près de chez eux. » Mais comme il faut une caution morale, comme il faut toujours envelopper ça dans de la générosité, même les pires coups tordus, il va dire qu'ils doivent être près de leur culture. Mais oui, bien sûr. En réalité, on ne veut pas des migrants, mais on n'ose pas le dire. Alors, on achète le gardiennage des migrants par d'autres pays à qui on va donner de l'argent. Et là, on retombe dans ce que le fou du turban, le derviche tournant Erdogan nous a fait avec les migrants. Chantage. Si vous ne me donnez pas de l'argent, je lâche les migrants. J'ouvre les vannes. Bon, ça montre bien que la question migratoire est devenue une question géopolitique et en même temps une question de pression sur les pays qui sont dans l'incapacité d'avoir le courage de dire « on ne peut pas, on ne veut pas, on ne peut plus, on n'en peut plus, on ne veut pas, on serait prêt à accueillir le monde entier si on pouvait, et entre nous, si on pouvait, ça serait normal. » Ça vous étonne, mais si on pouvait, ça serait normal, mais on ne peut pas. Vous savez, quand vous allez prendre... Vous avez déjà pris un téléphérique? Oui, bien sûr. Ah bon. Et qu'est-ce qu'on indique à l'entrée du téléphérique? Qu'au-delà d'un certain nombre de personnes, le téléphérique ne peut pas partir. Parce que sinon, il risque de s'effondrer. Bon, c'est pareil pour toute chose humaine. Voilà. Bon, merci Gilbert. Je vois que nous n'avons pas de questions supplémentaires. L'Union européenne n'a pas passionné les internautes. Non, mais c'est terrible, parce que vous avez tort de ne pas vous intéresser à l'Union européenne. Moi, je suis un peu désolé de voir à quel point nos amis ne s'intéressent pas à l'Union européenne, alors que tout se décide là-bas. Oui. Tout se passe là-bas. Ici, en France, ici, en Allemagne, ici, en Autriche, on ne fait qu'exécuter ce qu'un consortium de fonctionnaires, des administratifs, des techno-administratifs décide. Et on exécute. Donc vous auriez intérêt, si vous voulez comprendre ce monde, si vous voulez avoir une lecture claire de ce monde, de vous intéresser à ce qui se passe
dans l'Union européenne, parce que c'est la plus grosse machine administrative de tous les temps, avec des sphères d'influence effrayantes, des lobbies, et personne ne s'y intéresse. Bon, ça évoluera peut-être au fil des émissions. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui peuvent nous rejoindre. Alors je vous promets, oui, alors allez-y, après j'aurai... Ils peuvent nous rejoindre sur Telegram, également sur le site internet gilbertcollard.fr. Et la semaine prochaine, on reprend aussi la newsletter qui sera disponible aussi sur le site. Voilà. Gilbert, merci. Je vous remercie, et puis alors, je vous promets que la semaine prochaine, elle n'aura plus le masque. Enfin, j'espère. Promesse. À bientôt, et restez libres.